Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 27 mai 2022. Tournage en extérieur aujourd'hui avec les oiseaux, tout ça. Il fait beau, j'ai essayé de rester enfermé. On va faire un point comme d'habitude sur ce qui s'est passé sur le marché suisse en particulier, mais encore une fois, ces temps, on est vraiment très lié avec ce qui se passe à l'étranger. Forcément, on a eu beaucoup d'événements aux États-Unis en ce début de semaine, entre autres le massacre de Snapchat, on peut appeler ça comme ça, je crois clairement. Et en ce moment, eh bien, on est en train de suivre un petit peu le mouvement. D'ailleurs, on a eu des réactions, on le verra sur les graphiques tout à l'heure, avec un impact sur la techno suisse, si on peut appeler ça comme ça. Et donc du coup, en fait, tout ce qui était technologie a beaucoup souffert de l'effet Snapchat. Et pour le reste, c'était un petit peu comme d'habitude. Les performances sont assez peu spectaculaires sur la semaine. On continue à suivre le mouvement, mais il n'y a vraiment pas grand-chose de spécifique à expliquer. On a eu une nouvelle IPO, on en reviendra en fin d'émission. Globalement, on a eu aussi un bon comportement de une bancaire en Suisse de nouveau. Et puis, pour le reste, ça va K1, K1. On souffre un peu aussi de la thématique du luxe, un peu à l'image de ce qui se passe à l'étranger aujourd'hui, rapport à la Chine, rapport à d'autres compagnies de luxe. On y verra, on y reviendra aussi tout à l'heure sur les graphiques. Mais voilà, globalement, on est de nouveau dans un environnement où on ne sait pas. On est toujours très lié à la thématique de l'inflation aux États-Unis et de voir un peu comment est-ce que tout ça va évoluer ces prochains temps. Pour être très honnête, c'est extrêmement difficile de donner une vision de la suite des événements puisqu'on sait qu'on est vraiment très proche de passer en bear market sur le S&P 500. Et si on passe en bear market sur le S&P 500, eh bien inutile de vous dire qu'on ne va pas non plus échapper sur le reste des indices en Europe. La décorrélation des indices européens avec les indices américains de ce genre de situation, il ne faut pas se leurrer, ça n'existe pas. Donc on va devoir continuer à subir un petit peu les affres des autres marchés. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui pour la période de publication des résultats du SMI, enfin de la Suisse qui s'est plutôt plus ou moins terminée, qui est en train de se terminer en ce moment, c'est que ça a été relativement pas mal, que globalement on est moins impacté que d'autres sur tout ce qui est chaîne d'approvisionnement. Il y a quand même des sociétés qui ont souffert de cette thématique des chaînes d'approvisionnement et d'inflation. Mais pour ce qui est du reste, on s'en sort pas trop mal. Après, il y a eu 2-3 déceptions par rapport à certaines sociétés. Grosso modo, on est un petit peu au milieu de nulle part. Et puis, on se contente de suivre le mouvement. Après, pour ceux qui font de la construction de portefeuille sur le long terme, je pense qu'il y a vraiment encore beaucoup d'opportunités. Et puis, il faut continuer à se baser sur l'investissement régulier, le réinvestissement régulier. Et c'est le meilleur moyen de construire un portefeuille. Et puis, surtout, d'essayer de s'éloigner un petit peu de ce bruit qui nous fait beaucoup de mal en ce moment, puisque c'est un marché qui est devenu très psychologique, très épidermique, si on peut dire ça comme ça, puisque finalement, on n'arrive plus à avoir une vision à long terme. On se contente de bouger par rapport aux événements du moment, par rapport aux annonces du moment, et puis du coup on a pas mal de volatilité et de la peine à avoir vraiment une tendance de fond directe et constructive sur les indices suisses. On voit quand même, et on va le voir tout à l'heure sur les graphiques, qu'on est en train d'essayer de construire quelque chose, qu'on est vraiment un petit peu sur la corde raide, mais de nouveau à l'image de ce qu'on vit à l'étranger, si on reste sur cette corde raide, je pense qu'on va rester sur cette corde raide tant que finalement les autres marchés tiendront également le choc, et à partir de là on pourra peut-être se reconstruire ou alors se déconstruire et suivre le reste du marché. Si on doit juste parler 2 secondes du S&P 500, j'en parle beaucoup dans le Morning Bull Live, mais il faut quand même bien comprendre aujourd'hui que, vu la tendance, vu les attentes, vu les risques quand même assez élevés de récession aux États-Unis, même si aujourd'hui on arrive encore à tenir aux portes du bear market et ne pas rentrer dans cette zone qui correspond à une vingtaine de pourcents de baisse depuis les plus hauts historiques du S&P 500, c'est surtout un petit peu parce qu'on se raccroche à la paroi, mais il faut être très honnête, on va avoir une position quand même extrêmement difficile à tenir ces prochaines semaines, sachant qu'il n'y aura plus vraiment de résultats jusqu'au début du mois de juillet et qu'on va avoir encore entre deux beaucoup de chiffres assez importants, type le CPI, type les chiffres de l'emploi dans une dizaine de jours qui vont nous donner un petit peu cette tendance de maîtrise de l'inflation ou pas. On a beaucoup de commentaires négatifs aux États-Unis qui sont aussi très à risque, qui peuvent aussi mettre le marché en difficulté. Donc on voit quand même qu'on est un peu dans une incertitude et cette incertitude, on peut naturellement la reporter sur ce qui va se passer ou ce qui pourrait se passer chez nous en Suisse parce qu'encore une fois, si le S&P perd encore 11, 12 ou 15% comme certains gourous l'attendent, il ne faut pas s'imaginer que le SMI va tenir longtemps
au-dessus des 11 000 points. Si l'on regarde les performances de la semaine sur le SMI, alors vous voyez clairement que Richemont, on a pris, comment dirais-je, plein les dents, donc c'est la pire performance de la semaine. Et puis derrière, on a Logitech en numéro 2, et Logitech, eh bien, sa performance s'explique aussi par le fait du massacre de Snapchat, puisqu'on va y revenir tout à l'heure, mais effectivement, Snapchat est devenu la référence d'indication économique du monde libre depuis quelques temps. Donc Logitech en a subi un petit peu les frais. De l'autre côté, eh bien, on a Roche qui a eu une bonne nouvelle cette fois au niveau d'un de ses médicaments et d'un de ses partenariats qui a fait remonter un petit peu le titre. Et l'UBS qui se comporte toujours très très bien. Il y a eu un énorme regain d'intérêt sur le secteur bancaire ces derniers jours, typiquement aux États-Unis, après une annonce positive de la part de JP Morgan en milieu de semaine, ce qui a fait que ça a fait donner un regain d'intérêt global sur à peu près toutes les financières. Et en Suisse, de nouveau, quand vous voulez vous positionner quand vous voulez vous positionner sur les bancaires, eh bien, naturellement, en priorité, vous reprenez l'UBS. Et puis, par capillarité, on va dire, le Crédit Suisse également derrière. Si l'on regarde les performances du SLI cette fois, alors évidemment, eh bien, de nouveau, nous avons Richemont qui est en lanterne rouge avec ses 10,23% de baisse depuis vendredi dernier. Et Temenos, Swatch pour le luxe comme Richemont, effectivement, Logitech aussi, Straumann. Donc de nouveau, vous voyez aussi AMS qui était un petit peu sous pression, on y reviendra tout à l'heure dans les graphiques. Là aussi, l'effet Snapchat, la pression sur la technologie et surtout la problématique du luxe et du ralentissement en Chine. Et du côté de la hausse, c'est bien toujours les mêmes. Là aussi, vous voyez que UBS, Julius Baer, Crédit Suisse s'en sortent bien. Évidemment, toujours pour la même thématique. Et puis, Roche, toujours cette fois numéro 2, puisqu'il y a Schindler qui aura fait mieux que la pharmaceutique bâloise cette semaine. Nous allons maintenant regarder les graphiques SMI et SLI. Donc, vous voyez notre SMI qui a fait finalement une semaine qui n'était pas des plus sexy, sachant qu'en plus, au milieu de tout ça, il y avait l'ascension. Et donc, vous regardez un petit peu cette tendance dont je vous parlais tout à l'heure en introduction. On voit quand même qu'on est en train de construire gentiment, qu'on essaye, c'est ce fameux fil du rasoir dont je vous parlais tout à l'heure, cette tendance là qui est en train de se dessiner avec un point bas ici et une deuxième série de points de support qui se sont dessinés dans cette zone-là. On est en train de reconstruire un trend haussier. Alors maintenant, le risque, effectivement, quand je vous parlais tout à l'heure de ce bear market éventuel sur le S&P 500, c'est que si le S&P va casser ces prochains temps, eh bien, on va avoir quelque chose comme ça qui devrait se dessiner sur le SMI et revenir en tout cas sur le bas de ce canal. En gros, les 11 000 points devraient céder en cas d'entrée dans le bear market américain. Si l'on regarde le SLI, alors vous le voyez, alors toujours un peu plus volatile et un peu plus dynamique que le SMI de par sa composition, bien évidemment. Techniquement, eh bien, nous sommes toujours dans un grand trend descendant. Si on prend le fait qu'on a eu un top dans cette région-là, évidemment, et puis qu'on en a eu un autre ici, que pour l'instant on est en train d'essayer de se reconstruire avec là aussi, vous le voyez, cette zone de support qui a été construite à l'image du SMI et qui nous permet pour l'instant d'essayer de construire une tendance haussière sur le SLI également. Évidemment, on n'est pas sorti de l'auberge, mais pour l'instant on essaie de se reconstruire. Donc là aussi, il faudra voir ce qui va se passer du côté américain pour réussir à prendre vraiment une tendance durable. Si on arrive à construire sur cette zone là, vraiment ça va pas être simple, mais on peut espérer avoir à terme un trend haussier qui serait en train de se dessiner. C'est des choses qu'on a pu constater aussi sur les indices étrangers européens. On voit que pour l'instant on a un peu cette espèce d'effet contradictoire. Vous voyez ici le DAX qui est dans une espèce de zone où là aussi il essaye de sortir de cette tendance baissière qu'on a ici sur le DAX pour aller se reconstruire avec cette tendance haussière qui se dessine là gentiment. Et si on pouvait reconstruire en direction de la hausse, ce serait plutôt pas mal pour le DAX. Alors néanmoins, pour ce qui est de l'Europe, eh bien, on va aussi rentrer dans une période un tout petit peu plus spécifique, puisque on sait que d'ici le mois de juillet, eh bien, les Allemands vont commencer à monter les taux. Et ça pourrait aussi redonner une petite dynamique, on va dire, baissière à court terme, qui devrait suffire peut-être pour de nouveau casser cette tendance et revenir s'inscrire à l'intérieur de ce trend, ce grand trend descendant qu'on observe depuis longtemps sur le DAX. Donc
je vais pas vous faire des commentaires ultra bullish. On est dans une zone quand même extrêmement critique, que ce soit sur l'Europe ou sur la Suisse. On l'a vu dans les performances hebdomadaires que le bain de sang s'est surtout concentré sur tout ce qui est technologie. Alors forcément en Suisse on n'est pas le Nasdaq, on n'a pas des réseaux sociaux, on n'a pas des grosses boîtes de techno hyper starisées comme des AMD, des Apple, des Microsoft ou des Google, bien sûr. Néanmoins, quand ça se passe mal au niveau de la techno aux États-Unis, eh bien on a aussi des contre-coups, des double whammy qui viennent directement depuis les States. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va choisir nos titres technologiques pour leur mettre la tête sous l'eau en se disant puisque les Américains ils baissent, nous on va baisser aussi. Le Nasdaq est en baisse de 28% depuis les tops de l'année, depuis les tops historiques du Nasdaq. Donc inutile de vous dire qu'on est clairement en bear market sur la tech. Le bear market est principalement dû à cause de la croissance, la perte de croissance si on veut bien et l'arrivée de l'inflation, puisqu'on a l'inflation qui va rendre les titres de croissance beaucoup moins attractifs qu'avant, les taux qui sont en train de remonter, donc on a tout cet effet-là qui fait que finalement, eh bien, il y a un effet collatéral sur le secteur technologique. Cette semaine, on a eu Snapchat qui nous a fait littéralement un bain de sang avec un profit warning massif sur ses résultats futurs. Et puis surtout, ils ont quand même bien mis la faute sur la technologie, ils ont quand même bien mis la faute sur l'économie globale et sur le fait que les problématiques mondiales que l'on connaît, hausse des taux, inflation, la Chine, la guerre en Ukraine, les problèmes d'approvisionnement, les chaînes d'approvisionnement, vous choisissez ce que vous voulez, mais peu importe, il y a tout ce qu'il faut. Donc ils ont quand même bien mis la faute sur tout le reste, mais pas sur eux, c'est pas de leur faute. Donc du coup, cette annonce hyper négative de la part de Snapchat a donné un espèce d'effet contamination sur tout. Ouais, on est très au fait des contaminations, on maîtrise bien le sujet en ce moment, a mis une espèce de contamination sur le reste des marchés. Et puis du coup, tout est parti à la casse. Même des titres qui n'avaient strictement rien à voir avec la thématique de Snapchat se sont fait littéralement avoiner. Donc on n'y a pas coupé. Et donc en Suisse, les grosses victimes, on va dire encore une fois, quand on parle technologie en Suisse, on pense Logitech, on pense FinTech, donc on pense Temenos. Voilà, il y a un espèce d'effet de contagion tout simplement qui a fait que tous ces titres-là se sont fait exploser, pas forcément pour les bonnes raisons, puisque je vois pas vraiment le rapport entre une espèce de réseau social qui vous permet de prendre des selfies complètement stupides et puis une boîte qui vend des souris et des claviers en Suisse. Pour imager tout ça, on va prendre à tout seigneur, tout honneur Logitech, qui est toujours dans une tendance descendante absolument déprimante. Alors, on se souvient de la belle époque où Logitech était une superbe boîte qui cartonnait parce que finalement on avait des systèmes qui avaient la cote quand on avait la pandémie. Chez Logitech, on doit presque en être à regretter le Covid. Et donc du coup, on est allé chercher des plus bas la semaine dernière. Alors pas grand chose d'autre à dire, pas de nouvelles fondamentales, si ce n'est cette tendance à ne plus vouloir de technologie ou que ce soit. On l'a vu sur d'autres valeurs aux États-Unis où même des boîtes qui ont sorti des résultats exceptionnels ces derniers temps se sont fait massacrer par le marché parce qu'on ne veut plus de techno dans les portefeuilles aujourd'hui et qu'il y a une grosse crainte là-dessus. Il faut dire aussi que les gens qui sont rentrés dans la phase post-Covid, alors ça c'est Microsoft, pour vous donner un ordre d'idée, les résultats de Microsoft étaient exceptionnels, ils ont été publiés là à 285 $ et on se retrouve aujourd'hui à 260 avec une boîte qui a publié des perspectives positives, des résultats positifs et qui fait tout juste dans l'exécution de son business. Pour faire un petit détour par rapport à la techno, on verra aussi que la plupart des gens qui sont rentrés dans le monde de l'investissement, c'était dans la deuxième phase de la pandémie en 2021 et ils ont commencé à rentrer en fait dans cette zone-là à peu près. Là, c'est l'exemple de Microsoft, mais on peut faire ça sur Apple, sur le Nasdaq ou sur le S&P. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, si on regarde sur ça sur le long terme, eh bien aujourd'hui, les gens qui sont rentrés il y a un an, ils commencent à perdre de l'argent maintenant. Donc c'est ici qu'on risque de rentrer aussi dans des zones difficiles, des zones qu'on peut considérer comme des zones de panique. Et sur le secteur technologique, alors ça c'était Microsoft qui bien évidemment n'a rien à voir avec le marché suisse. Mais si on regarde par exemple Temenos, qui bien sûr n'a rien à voir avec Microsoft, Temenos qui était toujours bien recherché ces derniers temps, on le voit ici dans le cercle que je vous ai déjà entouré ici, eh bien Temenos est aujourd'hui toujours dans les candidats au takeover, mais quand tout d'un coup il y a quelque chose qui se passe mal, eh bien on commence à retaper dessus. Alors là on avait bien fait remonter Temenos et depuis quelques jours
avec l'affaire Snapchat, boum boum boum, elle en reprend plein les dents et je pense qu'elle peut largement redescendre sur les 87 dans cette espèce de mouvance du style on ne veut plus de tech dans les portefeuilles. Si on regarde encore AMS Osram, là aussi, semi-conducteur, lors des résultats, elle avait corrigé massivement. Elle repart à la casse de nouveau. Et là, depuis quelques jours, de nouveau, sur quoi est-ce qu'on peut taper? Eh bien, on tape de nouveau sur nos technos suisses et qui continuent à souffrir pas mal en ce moment. Donc voilà, si on devait avoir un Nasdaq en Suisse, eh bien, on verrait qu'on a simplement fait du copier-coller avec ce qui se passe aux États-Unis. Si on regarde un petit peu nos gros titres suisses qui font la vie du SMI, parce qu'il faut quand même à chaque fois presque passer par là, il faut vite faire le tour de Roche, Novartis et Nestlé pour changer. Je sais que toutes les semaines j'en parle, mais enfin ça fait partie du jeu. Si vous êtes juste sur ces trois gros-là, vous serez plus ou moins juste sur le SMI. Alors si on parle de Roche, eh bien Roche a signé un accord avec une société qui s'appelle Calivir Immunotherapeutics aux États-Unis afin de développer une nouvelle typologie de virus oncolytique. Alors ne me demandez pas à quoi ça sert exactement parce que j'ai arrêté médecine relativement tôt dans ma vie, mais ce qu'il faut retenir c'est que c'est une nouvelle positive. Alors rappelez-vous que Roche, après la publication des résultats, avait été downgradé par UBS, puis derrière avait eu un refus pour un de ses médicaments, là aussi sur l'oncologie, et donc le titre avait pris une claque assez phénoménale sur le marché. On était bien revenu, et cette semaine, bonne nouvelle, donc le titre fait partie des meilleures performances de la semaine, et c'est ça ce qu'il faudra retenir. Rien de spécial du côté de Novartis. Par contre, du côté de Nestlé, eh bien Nestlé ont également mentionné leur intention de racheter une boîte au Brésil, cette fois, qui s'appelle Pura Vida, spécialisée dans les vitamines et dans les compléments alimentaires. Et donc là aussi, pour l'instant, on n'a pas les détails financiers du rachat de Pura Vida, mais sur le long terme, ça devrait évidemment être relutif, puisque Nestlé ne fait pas d'acquisition dans le noir et dans la bêtise humaine. Donc globalement, plutôt encourageant là aussi sur ces deux-là. Maintenant, on va juste faire le tour de ce que représentent ces trois titres d'un point de vue graphique. Commençons tout d'abord par le bon Roche. Donc alors vous voyez, j'avais tracé la semaine dernière, je l'ai laissé exprès, cette espèce de support dans la zone des 315-317. Regardez l'effet magique de l'analyse technique qui a super bien fonctionné puisqu'on s'est vraiment posé là où il fallait et on est reparti sur ces bonnes nouvelles. La prochaine étape sera donc d'aller chercher les 340 francs suisses sur le bon Roche pour essayer cette fois de casser à la hausse et repartir dans une tendance plutôt intéressante. Par contre, il ne faut pas s'emballer non plus. Là aussi, on revient toujours sur les connexions indirectes avec les marchés étrangers. Si ça ne se reproduit pas comme prévu, là aussi, on aura de la peine à continuer dans ce rebond. Néanmoins, je vous avais dit qu'il fallait racheter plus ou moins sur la zone des 340, des 320. C'est ça le concept d'essayer de moyenner. Si on a racheté à 340 et à 320, et bien aujourd'hui, là où se traite le titre, on est déjà plus ou moins positif sur la performance de la position. Et il ne faut quand même pas oublier que Roche, ça reste Roche et ça restera toujours Roche. Donc pas de grosse crainte à avoir de ce côté-là. Ça fait partie d'un fonds de portefeuille que tout bon Suisse ou même tout bon investisseur devrait avoir en ce moment. Nestlé, donc voilà, Nestlé a corrigé récemment un peu à l'image de tous ces marchés où on a eu la semaine dernière une correction massive sur absolument toutes les valeurs défensives, et puisqu'on a vu que tous les gens étaient en train de sortir d'absolument tout. On a vu ça la semaine dernière aux États-Unis par rapport à la thématique des plus aucun endroit pour aller se cacher. Et Nestlé, eh bien, elle a corrigé avec des boîtes comme Coca, comme Procter, assez massivement et assez de manière injustifiée. Donc je pense que globalement, revenir sur une Nestlé à 113, c'est pas complètement idiot. On voit que dans la tendance, on était déjà venu se reposer dans cette zone il y a quelques semaines. Donc plutôt bullish sur Nestlé. Il faudra voir un peu ce que va amener comme information cette histoire de Pura Vida, même si ça n'a pas changé la face du monde chez Nestlé. Mais je pense que là, cette exagération qu'on a vécue dans la phase du courage fuyant, qu'on a vécu ça sur les big sociétés la semaine dernière, eh bien, était un peu injustifié par rapport à ce qu'on sait. On a eu les mêmes comportements, je vous le montre rapidement, sur Coca. Vous voyez, Coca a corrigé parce que plus personne n'en voulait. Derrière, elle a déjà pratiquement tout repris. On a également eu des problèmes sur Procter & Gamble
qui là aussi a corrigé massivement parce que plus personne ne veut plus rien et qu'on s'est dit finalement le consommateur américain est peut-être en train de nous lâcher, et si le consommateur américain nous lâche, c'est qu'il va tout vendre et il va plus jamais consommer. Comme j'ai déjà dit dans d'autres émissions, pour l'instant quand vous dites par exemple du Nestlé, du Procter ou du Coca, perso, même si ça devient plus compliqué, même si la consommation doit se ralentir aujourd'hui, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a quand même des biens de consommation qu'on va continuer à acquérir et à acheter, typiquement des Pampers, du Coca ou même des cornflakes le matin. Du côté de Novartis, eh bien vous voyez, Novartis ne veut plus baisser. C'est ce qui est toujours assez rigolo avec Novartis, c'est que finalement, vous voyez ce que j'avais dessiné comme ascension ici, on avait cette hausse ici, puis cette correction qui dessinait vraiment un escalier technique absolument parfait. Et là, et voilà, on repart de nouveau et on va chercher les plus hauts. Sur Novartis, on a même cassé les plus hauts qu'on avait en juin et en août 2021. C'est toujours un petit peu... Enfin, c'est plutôt marrant d'observer sur Novartis le fait que cette boîte-là, elle est toujours à contre-courant. Tout d'un coup, plus personne n'en veut. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, là en bas, c'était exclu. Et aujourd'hui, tout le monde court derrière parce qu'on déménage de Roche. On va se mettre sur Novartis. On ne sait plus trop comment se positionner ailleurs. Donc, du coup, c'est Novartis qu'on bénéficie. Observez néanmoins attentivement les stochastiques qu'on a ici. D'accord, ça il faudra faire attention parce qu'on est quand même un peu haut. Comme on est un petit peu en extension ici, on pourrait imaginer qu'à très court terme, si on a cette cassure de bear market aux États-Unis, on ait un retour de Novartis en direction des 83, mais pas de raison de paniquer plus que ça pour l'instant. Il y a un truc qui souffre pas mal en ce moment, c'est le luxe. On a vu les chiffres de Richemont au jour qui n'étaient pas forcément mauvais, mais par contre qui ont bien déçu au niveau des marges, de la pression sur les marges. Aujourd'hui, c'est un petit peu le bilan global qu'on peut retirer de tout ce genre de société. C'est que, oui, il y a une pression sur les marges, les matières premières sont en augmentation, donc forcément, c'est compliqué de s'en sortir relativement bien. Pression sur les marges qui ont fait beaucoup de mal à Richemont, qui a perdu plus de 10% sur la semaine, on l'a vu. Swatch aussi a suivi un petit peu le mouvement, elle est un petit peu moins mal barrée, mais en termes de performance, c'était difficile également. Et donc, on a quand même cette pression sur le secteur du luxe. C'est pas unique à Richemont ou à Swatch, c'est pas uniquement chez nous que ça pose problème, c'est aussi sur le fait que c'est une thématique qui vient de Chine. On sait que la Chine est en train de ralentir, on voit qu'ils sont moins en confinement qu'il y était il y a quelques semaines, mais ça reste un gros problème pour eux. Et ce qui fait que pour l'instant, si la Chine ralentit, toute cette hyper consommation du luxe qu'on voyait venir depuis la Chine est en train forcément de ralentir et de poser problème, non seulement au chiffre d'affaires des sociétés du luxe, mais en plus ils ont une pression sur les marges à cause de la hausse du prix des matières premières, la hausse du prix des transports, ce qui fait que du coup ça pose un problème, sans compter qu'effectivement les Chinois viennent beaucoup moins en Europe, et ceci expliquant cela. Donc on est en train de vivre un petit peu cette période. Alors qu'est-ce qu'il faut en penser? D'abord, il faut penser que ce n'est pas un problème de Richemont, ce n'est pas un problème de Swatch. On sait toujours que dans ces phases difficiles, elles se reconstruisent toujours. Quand on regarde un petit peu comment fonctionne le business des mondes, ça va plutôt bien, voire très bien. Le seul problème, c'est qu'effectivement, on a quand même des marges qui sont en train de diminuer. Et ça, aujourd'hui, quand vous parlez de marge qui diminue, eh bien ça fait peur à tout le monde et ça met une pression assez massive sur ce genre de société, d'où la correction de Richemont et d'où la correction de Swatch et d'où la correction d'LVMH en France ou de Hermès qui eux aussi subissent de plein fouet cette thématique. Ça sert à rien que je vous montre les graphiques parce que de toute manière pour l'instant la pression est là, la peur est là, l'angoisse est présente et tout le monde se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Donc en conclusion, et en ce qui concerne Richemont et Swatch, il faut faire attention, il faut essayer de trouver des niveaux d'entrée prudents, et c'est clair qu'aujourd'hui, eh bien, cette phase de ralentissement économique qu'on est en train d'expérimenter, on sait que ça peut durer, donc il va falloir se positionner par rapport à ça et être prêt, entre guillemets, à reconstruire des positions sur le long terme. Aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe dans le luxe, je suis hyper convaincu qu'à la moindre reprise, ça va repartir comme en 40. Il ne faut quand même pas oublier que quelqu'un qui est très 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 riche, si aujourd'hui sa fortune diminue de 150 milliards à 122 milliards, il va pas continuer, il va pas arrêter de consommer des produits de luxe parce que ça lui pose un problème. Il est toujours présent et il va toujours consommer. Donc c'est vraiment un milieu et un secteur qu'il faut prendre avec beaucoup de recul. Ça va être très difficile de faire des opérations de trading dessus. Par contre, sur la construction long terme, on reste quand même avec des valeurs de qualité, avec des valeurs qui fonctionnent très bien. Et du moment où les choses vont se remettre en place,
pour autant qu'elle se remette en place, mais il faut quand même le souhaiter parce que sinon on va avoir plein d'autres problèmes. Je pense que ça reste un secteur où il faut reconstruire des bases sur le long terme via des ventes de put, via des rachats réguliers, progressifs pour reconstruire des positions si vous aimez bien et si vous connaissez bien ce type de valeur. On termine ce Swiss Bliss avec un nouveau venu sur le marché suisse, la société Epic. Epic est une société immobilière, donc le business est assez simple. Hein. Ils achètent des immeubles, ils rénovent des immeubles, ils construisent des projets immobiliers et ils essayent de générer des revenus sur le long terme dans une grande stabilité, le principe même d'une société immobilière. Alors aujourd'hui, la boîte était fixée à 68 francs suisses, l'IPO cette semaine. Elle est sortie, premier jour de trading, c'était mercredi, sauf erreur. Le premier jour de trading et puis elle clôture la journée à 66,90. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est pas un truc hyper sexy, c'est pour les gens qui font de l'investissement sur le long terme. Alors est-ce qu'il faut acheter de l'immobilier? C'est pas à moi de le dire pour l'instant. C'est vrai qu'on est aussi dans une phase un petit peu compliquée. Les prix de l'immobilier sont relativement chers. Il y a des bonnes opportunités, semble-t-il, dans le commercial. Les taux hypothécaires vont naturellement remonter avec les taux qui sont en train de repartir à la hausse ces prochains temps. Donc ça risque d'être une zone un petit peu compliquée. Néanmoins, cette société Epic investit sur le long terme et a levé des fonds pour aller forcément se renforcer et profiter des opportunités que le marché lui donnera ces prochains temps. Donc investissement long terme à suivre attentivement. Mais on va quand même lui souhaiter bienvenue pour être arrivé sur le marché suisse cette semaine. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait raconter un petit peu sur la Suisse. Donc, gros problème avec la techno américaine, grosse angoisse avec l'approche du bear market du S&P 500. On est sur la corde raide sur les indices. Il y a encore un tout petit peu d'espoir, mais ça paraît quand même compliqué qu'à court terme, on puisse remonter beaucoup plus haut, beaucoup plus vite, tant que les choses ne changent pas de manière drastique aux États-Unis. Quelqu'un le disait la semaine dernière, le marché n'arrêtera pas d'être stressé ou de baisser tant que la Fed américaine ne mentionnera pas son intention finalement d'arrêter ou de ralentir sa hausse des taux. Ils viennent de commencer et on sait déjà qu'au mois de juin, lors du prochain meeting de la Fed, on aura forcément une nouvelle hausse des taux de 0,5%. C'est donc pas forcément gagné d'avance. Donc, construction, long terme, essayez d'éviter le bruit, rachetez les belles valeurs qui sont en difficulté quand elles sont en difficulté, et puis soyez patient, essayez de construire sur le long terme. Le côté je deviens très riche très vite avec les crypto-monnaies ou avec n'importe quel autre asset, c'est un tout petit peu has-been pour l'instant. Voilà, merci d'avoir été avec moi en ce vendredi matin. Je vous souhaite un excellent week-end ou la bonne continuation du pont de l'ascension dans lequel vous êtes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Suisse Côte francophone. Et puis, n'oubliez pas que moi, je vous retrouve lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live qui a déjà eu celui de ce matin qui est sorti tôt ce matin. Et puis, vous aurez ensuite le prochain Swiss Blitz la semaine prochaine. Passez un excellent week-end, profitez bien et puis on se revoit lundi matin. Merci, bye bye.